Salut les aquarellistes en herbe, ravie de vous retrouver pour la toute première vidéo de l'année 2024. Je vous la souhaite remplie de couleurs et de créativité bien sûr, et je vais continuer à faire de mon mieux pour vous proposer des tutos qui vous encourageront à prendre vos pinceaux et qui vous aideront à progresser en aquarelle. J'ai encore plein de belles idées à vous proposer en tout cas, donc pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer l'année en toute zénitude en peignant ce petit Bouddha. Il apparaît furtivement dans une des premières vidéos de la chaîne et vous avez été plusieurs à me demander d'en faire un tuto complet. Donc ça y est, votre vœu est exaucé. Et grâce à ce petit Bouddha, on va pouvoir réviser plusieurs techniques essentielles en aquarelle comme l'effusion de couleurs pour réaliser l'arrière-plan, la peinture en négatif pour passer autour de la silhouette et préserver les lumières, et surtout le fait d'utiliser le glacis pour créer des ombres en superposant une couche d'aquarelle après l'autre comme un puzzle. Alors, prêt, feu, partez! Pour ce tutoriel, je vais peindre sur du papier Arches 100% coton de 300 g par mètre carré, à grains fins. Je vais utiliser de l'aquarelle extra fine de la marque Sennelier et voici les quelques couleurs que j'ai sélectionnées. Un jaune chaud et doré, l'or de quinacridone, un rose violet, le magenta permanent, un violet, le pourpre dioxazine, un bleu chaud foncé et intense, le bleu dinde d'entraîne, un vert bleuté, le vert émeraude, et enfin deux couleurs neutres foncées, la sépia naturelle et le gris de Payne. Et comme pinceau, je vais comme d'habitude faire appel à mon fidèle Silver Brush Black Velvet série 3000S en taille 8, ce qui correspond à un diamètre de brosse de 5 mm. Je vous ai fourni le dessin du Bouddha si jamais vous souhaitez reproduire ce tutoriel. Le lien pour le télécharger se trouve en description sous la vidéo. Vous trouverez aussi en description un lien vers un PDF regroupant différentes versions du Bouddha qui vous serviront de modèle pour savoir où placer les ombres. Je vous montrerai tout ça en détail dans un instant, mais sachez déjà que tout est fourni pour que vous puissiez reproduire le tuto. Je vous demande juste de garder tout ça pour votre usage personnel et de ne pas le rediffuser. Avant de se lancer dans la peinture du Bouddha, on va analyser un petit peu notre sujet et imaginer les étapes par lesquelles on va passer ensuite à l'aquarelle. J'ai créé cette illustration du Bouddha à partir de plusieurs références photos différentes, donc j'ai pas de photo de référence unique à vous donner. À la place, j'ai créé ce modèle digital auquel vous pouvez vous référer pour savoir où placer les ombres. Et pour comprendre comment elles se placent, il faut analyser d'où vient la lumière. Ici, j'ai choisi une lumière qui vient d'en haut à droite, ce qui signifie que globalement, les parties les plus éclairées se trouvent sur le dessus et la droite des surfaces. Sur le Bouddha, on a tout d'abord ce qu'on appelle des ombres propres. Ce sont les parties qui ne se trouvent pas sur le trajet de la lumière parce qu'elles sont situées en dessous et sur la gauche. On a également des ombres portées, comme sur le côté gauche du nez ou sur l'épaule. Ça, ce sont des parties qui ne sont pas éclairées parce qu'un objet bloque la lumière. À côté du nez, c'est le nez lui-même qui bloque la lumière. Et sur l'épaule, c'est la tête qui la bloque et qui crée une ombre. Et enfin, on a des ombres d'occlusion qui sont des ombres de contact entre deux objets. Autrement dit, là où deux objets entrent en contact, ça crée des recoins et des petits creux dans lesquels la lumière ne peut pas pénétrer. On en trouve donc entre les petits escargots sur la coiffe du Bouddha, mais aussi dans les plis de ses vêtements, ainsi qu'au niveau des zones de contact de ses pieds et de ses mains avec le reste du corps. Toutes ces ombres et ces lumières s'emboîtent comme une espèce de puzzle qui donne du volume au Bouddha et permet de délimiter ses vêtements ainsi que les différentes parties de son corps. C'est un puzzle en 4 valeurs de gris. La première valeur, c'est le blanc qu'on retrouve sur les parties les plus éclairées qui reçoivent la lumière directe du soleil. La seconde valeur, c'est ce que j'ai appelé les tons clairs qu'on retrouve sur l'ensemble du Bouddha, sur toutes les parties qui ne sont pas directement exposées mais qui reçoivent quand même pas mal de lumière. Ensuite, on a les tons moyens qui viennent se mettre partout où il y a des ombres. Et pour finir, on a les tons foncés pour les ombres les plus profondes. C'est ce puzzle qu'on va devoir reproduire avec notre aquarelle et on va progresser en 4 étapes. Lors de la première étape, on va remplir l'arrière-plan pour détourer la silhouette du Bouddha. C'est important ici parce que son épaule droite est blanche, donc si je laisse le fond en blanc, le contour de cette épaule disparaît. On a donc besoin du fond pour délimiter le côté droit.
On appelle ça peindre en négatif parce qu'on fait ressortir une forme en peignant l'espace négatif autour au lieu de la faire apparaître en peignant à l'intérieur, ce qui revient à peindre en positif. Lors de la seconde étape, on va commencer à peindre à l'intérieur du Bouddha et poser tous les tons clairs. Ce sera en quelque sorte la couche de base sur laquelle on viendra ensuite ajouter par glacis les tons moyens lors de la troisième étape, puis les tons foncés lors de la quatrième. Entre chaque étape, il faudra bien laisser sécher la peinture ou bien faire sécher avec un sèche-cheveux en pensant à le mettre sur programme froid pour ne pas brûler la peinture et le papier. Maintenant qu'on sait où on va pouvoir démarrer en mettant l'arrière-plan en couleur. Pour éviter d'utiliser une seule couleur uniforme, ce qui serait monotone, je vais réaliser des fusions de plusieurs couleurs pour mettre un petit peu de gaieté. Pour ça, je me prépare des jus des couleurs que j'ai prévu d'utiliser sur ma palette, histoire que tout soit prêt et à portée de pinceau. Je me prépare un vert en mélangeant mon vert émeraude à de l'or de Queen Acridone pour le faire tirer un peu vers le jaune vert et le rendre un peu plus naturel. Et je lui ajoute un peu de magenta permanent qui est un rose violet, donc la couleur complémentaire du jaune vert, ce qui veut dire qu'elle est en face de lui sur la roue chromatique. Ça a pour conséquence de foncer et de ternir mon vert. Pour les autres couleurs, je me fais simplement des petites piscines sur la palette sans les modifier. Je vais travailler sur un support incliné ici pour que les liquides s'accumulent dans le bas des zones que je vais mouiller, et pour incliner mon support, je le pose tout simplement sur un gros dictionnaire. Je commence tout en haut en posant une première couleur, en l'occurrence du bleu. Je suis tout d'abord proprement le contour de la coiffe du Bouddha à la pointe du pinceau. Et désolée pour ma grosse tête qui apparaît inopinément dans le coin en bas à gauche, je me suis trop penchée pour loucher sur ma feuille. Vous me verrez apparaître encore comme ça de temps en temps dans ce tuto, qui était l'un des premiers que j'ai filmé avec mon nouveau setup, donc tout n'était pas encore bien réglé. Une fois que j'ai bien suivi le contour, je remplis un peu la zone au-dessus avec ma couleur et je vais aussi aller tremper un petit coup mon pinceau dans le pot à eau, l'égoutter sur le bord du pot et repasser sur mes bords pour tirer ma couleur vers l'extérieur tout en la diluant. Je fais ça pour créer des dégradés dans mes couleurs et éviter d'avoir uniquement des couleurs très intenses et foncées partout. Une fois que j'ai un petit aplat de bleu, je rince mon pinceau pour le nettoyer et je vais chercher du vert pour le poser au contact du bleu en laissant les deux couleurs fusionner toutes seules. Même principe, je commence par suivre proprement le contour de la coiffe pour bien le délimiter avant de couvrir la petite zone à son contact de couleur en faisant un passage par le pot à eau par la suite pour diluer mon vert tout en l'étalant. Puis je continue le petit aplat bleu que j'avais laissé en attente sur la gauche. Ici, je pose d'abord un peu de couleur sur le papier à une certaine distance du contour avant de suivre le contour à la pointe du pinceau, puis de rejoindre les deux zones. Donc vous voyez qu'on peut aussi faire les choses dans cet ordre-là, ça n'a pas tellement d'importance. Après ça, je reprends du vert et j'en pose une petite touche au contact du bleu tout à gauche avant de réactiver le bord de mon aplat vert sur la droite pour pouvoir poser du jaune juste à côté et faire fusionner mes deux couleurs. Quand c'est fait, je récupère du violet pour continuer de descendre sur la gauche, toujours de la même manière, en posant d'abord ma couleur, puis en allant chercher de l'eau pour diluer un peu tout en étalant, avant de revenir mettre une autre couleur au contact. Et le jeu, ça va être ça jusqu'à la fin pour cet arrière-plan. Je vais continuer de poser des couleurs de part et d'autre de la silhouette du Bouddha, en délimitant soigneusement son contour à la pointe du pinceau, en faisant fusionner les couleurs les unes avec les autres, et en utilisant de l'eau pour diluer. J'essaye notamment de diluer un peu plus sur les bordures extérieures pour éclaircir les couleurs et créer une transition avec le blanc du papier. J'aime bien aussi casser tout simplement un bord net en posant mon pinceau rempli d'eau dessus pour créer une tache d'eau à un seul endroit. Ça permet d'alterner entre des contours nets et d'autres plus diffus et je trouve ça plus intéressant que de tout diluer de manière uniforme sur la bordure. Notez que je descends en alternant entre les deux côtés du Bouddha. Je travaille un coup à gauche, un coup à droite, puis de nouveau à gauche. Je fais ça pour éviter de laisser sécher un de mes bords. Rappelez-vous qu'en aquarelle, on doit travailler la peinture avant qu'elle ne sèche, donc je joue contre la montre et je suis à tout instant consciente de mes différents bords qui commencent à sécher. En prévision, je fais des aplats de couleurs assez juteux pour éviter que la peinture ne sèche trop vite, et comme mon support est incliné, une goutte s'accumule dans le bas de mes aplats, ce qui me permet de garder mon bord mouillé et actif d'un côté pendant que je déplace le bord de l'autre côté, et inversement.
Malgré tout, il faut pas laisser trop longtemps un bord en attente, sinon vous risquez de ne plus pouvoir le reprendre, d'où le fait qu'il faut constamment alterner entre droite et gauche, en plus d'alterner entre les différentes couleurs et l'eau. Et il faut aussi faire attention aux bords qui sont sur les côtés, parce que comme l'eau s'accumule dans le bas, ils ont tendance à sécher plus vite, il faut donc pas trop tarder avant de les estomper. Alors je sens qu'à voir ça, il y en a qui paniquent déjà derrière leur écran, mais justement, il faut pas paniquer parce que c'est là qu'on fait des gaffes. Respirez un grand coup si vous sentez le stress monter et calmez vos gestes surtout. Si vous descendez régulièrement en ajoutant un petit bout après un autre et en alternant gauche et droite, tout devrait bien se passer. Si vous êtes très débutant ou débutante, il faudra peut-être vous entraîner aux techniques de fusion de couleurs dans un premier temps. Pour ça, je vous renvoie vers la vidéo qui s'intitule « Faire fusionner les couleurs à l'aquarelle », dont le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Je le remettrai aussi en description. Cette vidéo vous permettra de débuter tout en douceur avec les fusions de couleurs. Et dans la même veine, vous pouvez aussi aller regarder celle qui montre comment peindre des oiseaux sur un fil, dont le lien va s'afficher également, parce que j'y explique comment combiner les fusions et les dégradés de couleurs sur un sujet simple. Entre-temps, j'ai continué de progresser de part et d'autre du Bouddha, en utilisant un peu plus de jaune sur la droite pour réchauffer ce côté, puisque la lumière du soleil vient de là, alors que sur la gauche, j'ai utilisé plus de bleu pour donner une ambiance plus froide, car c'est le côté à l'ombre. Une fois que j'arrive sous le Bouddha, je peux enfin rejoindre les deux côtés et estomper le bord inférieur en repassant dessus avec de l'eau pour dégrader un peu les couleurs et créer la transition avec le blanc du papier. Et cet arrière-plan est terminé, il faut maintenant le laisser sécher avant de passer à la suite. Alors rappelez-vous, à l'étape suivante, je vais commencer à peindre l'intérieur du Bouddha et poser tous les tons clairs qui vont me servir de couche de base pour poser les ombres par-dessus ensuite. Comme mes tons clairs reçoivent quand même une partie de la lumière du soleil, je vais utiliser une couleur neutre chaude, c'est-à-dire un brun, la sépia naturelle. Plus tard, pour faire les ombres, j'utiliserai une couleur neutre froide, autrement dit un gris, le gris de Payne. J'aurais pu rester monochrome en utilisant uniquement de la sépia ou uniquement du gris de Payne, mais le petit contraste entre chaud et froid va renforcer l'impression que le Bouddha se trouve dans une ambiance ensoleillée. Je me constitue un jus très dilué de ma sépia naturelle en la mélangeant avec beaucoup d'eau et c'est parti, je commence à remplir mon Bouddha avec cette couleur très claire en partant du haut de la coiffe pour faire descendre ma peinture en profitant du fait que mon support est incliné. Le jeu c'est bien sûr de passer autour des zones très éclairées qui doivent rester en blanc pour préserver les lumières. Notez que je les ai indiquées au crayon gris sur mon dessin pour savoir où elles sont et éviter d'avoir à me poser la question, parce que dans la coiffe c'est déjà assez casse-tête étant donné qu'il faut passer autour de tous les petits éclats de lumière qui se trouvent au sommet des escargots. Alors je sais pas si vous le savez, mais les petites spirales sur la coiffe du Bouddha sont controversées. Selon les sources, ce sont soit des cheveux bouclés, soit des escargots qui l'auraient rafraîchi pendant sa méditation intense. Dans tous les cas, il faut passer rapidement autour à la pointe du pinceau en déplaçant le bord à la fois vers le bas et vers le côté gauche et en connectant tout avant que ça sèche. Et une fois la coiffe remplie, il faut continuer de faire descendre le lavis sur le visage en évitant toujours les zones éclairées qui doivent rester blanches. Et pour savoir où elles sont, prenez modèle sur la version du Bouddha avec les tons clairs que je vous ai fournis en PDF. L'un des endroits les plus délicats, c'est au niveau du nez et de la bouche. Il faut être précis pour passer autour des petites lumières et surtout, il ne faut pas se perdre dans le puzzle. Pour ça, je vous conseille de faire abstraction du fait que vous êtes en train de peindre un nez et une bouche. Sinon, vous allez avoir envie de peindre en positif à l'intérieur des formes pour leur donner l'allure d'un nez et d'une bouche telles que vous les connaissez. Or, ici, ça marchera pas. Donc, je vous conseille de voir ça comme des formes abstraites à peindre ou des pièces de puzzle. Une fois le visage passé, c'est pas trop difficile de placer les quelques tons clairs qu'il y a sur le torse, et l'épaule et le haut du bras de gauche sont complètement recouverts, donc il suffit de couvrir le papier de peinture. Par contre, il faut se concentrer à nouveau un petit peu pour placer les plis du vêtement au-dessus du bras de droite, et aussi pour délimiter toutes les petites zones de lumière sur le haut de l'avant-bras de gauche, ainsi que sur le talon du pied qui se trouve juste en dessous.
J'ai toujours un peu la même stratégie pour faire progresser mon lavis sans laisser sécher aucun de mes bords. Je fais le lavis assez juteux et j'utilise la goutte qui s'accumule en bas des aplats pour pouvoir placer des bords en attente le temps de détourer les petites zones éclairées avec précision. Et de temps en temps, pouf, je déplace un peu mon bord en attente pour le réactiver avant de retourner travailler sur les zones détaillées pour lesquelles je dois prendre un peu plus de temps. Et en alternant comme ça entre les deux, je finis par boucler la boucle en passant autour du pied et des plis de la manche en bas à droite du Bouddha. Je vais maintenant passer à l'étape suivante et ajouter les ombres moyennes par-dessus ma base claire. Pour ça, vous pouvez prendre modèle sur la version du Bouddha avec les tons moyens que je vous ai fournis. Alors moi je l'ai pas fait, mais vous pouvez même décalquer les ombres moyennes et les reporter sur votre peinture pour vous donner des repères avant de vous lancer si ça vous stresse d'y aller sans filet. Pour mes tons moyens, je me prépare un jus de gris de Payne assez liquide et dilué, mais quand même plus foncé que le jus de sépia naturel que j'ai utilisé précédemment. Il faut quand même que mes ombres contrastent avec ma sous-couche, donc il faut pas faire un jus trop clair non plus. Et le jeu est exactement le même qu'à l'étape précédente. Je commence tout en haut de la coiffe du Bouddha et je pose mon gris de Payne en passant autour des zones à préserver. Comme tout à l'heure, dans la coiffe, c'est un peu délicat parce qu'il faut passer autour des petits escargots à la pointe du pinceau. Ça demande d'être précis et concentré, mais c'est ça qui permet de les faire ressortir, ces petits escargots, et de donner sa texture particulière à la coiffe. C'est surtout sur la gauche qu'il faut passer autour, parce que sur la droite, il y a peu d'ombre, et du coup, je fais juste quelques petits points pour marquer l'intersection entre certains escargots. Évidemment, il faut marquer l'ombre sous le rebord de la coiffe, ce qui permet de la délimiter du front. Moi, j'ai décidé d'estomper un peu le bord de l'ombre pour la fondre un peu dans le front. Pour ça, je rince mon pinceau, je l'éponge sur le chiffon et je repasse délicatement sur le bord de l'ombre avec la pointe, en n'hésitant pas à rincer de nouveau le pinceau dès qu'il récupère trop de pigments et qu'il se salit. Après ça, je continue de descendre tranquillement sur le côté gauche de la coiffe, et le truc bien, c'est qu'une fois la coiffe remplie, je peux faire une pause avant de m'attaquer aux ombres du visage. Ici, c'est pas comme pour l'arrière-plan ou la sous-couche où il faut absolument tout connecter sans s'arrêter. Je peux y aller morceau par morceau, donc c'est moins stressant. Bien sûr, au sein d'un même morceau, il faut pas s'interrompre, donc avant de démarrer une ombre, regardez bien jusqu'où vous devez aller. Ici, je suis sur le plus gros morceau parce que l'ombre que j'ai posée sur la partie gauche du visage se connecte avec l'ombre sur la gauche du cou, qui elle-même se connecte avec l'ombre descendant sur l'épaule de gauche jusque dans les plis du vêtement. Et il faut que je continue de progresser jusqu'à être arrivée en bas de la manche de gauche. Arrivé là, je dois connecter tout ça aux petites ombres qui se trouvent au-dessus du pied et qui permettent de délimiter le contour de ce dernier. Et il faut aussi que je connecte dans le bas à la grande ombre qui part sous la jambe et qui se termine dans les plis du pantalon. Ce n'est qu'une fois arrivé là que je peux faire une pause si je veux, avant de repartir ajouter les petites ombres sur le dessus du pantalon à gauche, ainsi que sur le petit bout de jambe qui dépasse au milieu. J'estompe d'ailleurs le bord de cette petite ombre-ci pour qu'elle se fonde dans le pied au-dessus et que ce soit un peu plus naturel. Je continue en posant l'ombre qui se trouve entre les mains, ce qui permet de les détourer au passage, puis je poursuis avec toutes les petites ombres dans les plis du vêtement au niveau de la ceinture. Je vais également poser les ombres sur le torse. Celle qui se trouve du côté droit est plus marquée, puisque le vêtement bloque la lumière venant de la droite, alors qu'à gauche du torse, la lumière tombe directement. Enfin, je termine en ajoutant la grande ombre qui se finit dans les plis du pantalon sous la jambe de droite, ainsi que les petites ombres qui marquent les plis de la manche de droite, et, très important, les derniers petits détails qui manquaient encore sur le visage, comme le sourcil et la paupière de droite, mais aussi le petit pli au coin de la bouche et les petites ombres autour du troisième œil. Une fois que tout ça a séché, il est possible de passer à la dernière étape qui consiste à poser les tons foncés pour amener encore plus de contraste au Bouddha. Pour ça, je rajoute de la peinture dans mon jus de gris de Payne pour le concentrer un peu plus et donc le rendre plus foncé. Et c'est reparti. Je redémarre en haut de la coiffe et je commence à poser toutes les petites ombres d'occlusion entre les escargots à la pointe du pinceau.
Rien de compliqué, il faut juste être précis, mais c'est moins stressant que pour les couches précédentes parce que les surfaces à couvrir avec ces tons foncés sont beaucoup moins étendues et il est possible de procéder une petite ombre après l'autre en faisant des pauses entre chaque et en prenant le temps d'observer le modèle que je vous ai fourni pour placer les ombres au bon endroit. Alors une fois de plus, si vous avez peur d'y aller sans filet, vous pouvez très bien décalquer les ombres sur le modèle et les reporter sur votre peinture avant de vous lancer pour vous donner des repères. Moi j'ai pas fait ça parce que j'avais déjà peint plusieurs versions de ce Bouddha et je commençais à bien le connaître. En tout cas, pour cette couche-ci, la principale difficulté c'est d'être précis parce qu'il faut ajouter plein de petites ombres et de petits détails assez fins ici et là à la pointe du pinceau. Alors si vous avez du mal, n'hésitez pas à utiliser un pinceau plus petit pour avoir plus de précision. Comme on est sur une troisième couche, c'est important d'utiliser de la peinture assez concentrée et de ne pas trop patouiller. Si vous utilisez de la peinture trop liquide ou que vous revenez trop sur la même zone en frottant avec votre pinceau, vous risquez de commencer à soulever les couches d'en dessous. En gros, il faut respecter les règles habituelles pour bien réussir ces glacis. Si vous ne les connaissez pas, je vous renvoie vers la vidéo sur le glacis dans laquelle je les explique en détail et dont le lien vient de s'afficher en haut à droite de l'écran. Les ombres foncées les plus étendues se trouvent bien évidemment sous les jambes du Bouddha, notamment dans les plis du pantalon, puisque ce sont les zones les plus coupées de la lumière. Mais pour le reste, ce ne sont quasiment que des petites ombres d'occlusion à placer ici ou là. Et évidemment, sur le visage, il faut aussi accentuer les détails des yeux et de la bouche. Pour terminer, c'est bien de placer une ombre sous le Bouddha pour donner l'impression qu'il est assis sur le sol et qu'il ne flotte pas dans l'espace. Pour ça, moi j'ai fait un liseré bleu foncé bien concentré que j'ai estompé en bas en repassant sur le bord avec un pinceau rincé et égoutté. J'ai recommencé l'opération plusieurs fois pour bien fondre le bleu dans l'arrière-plan et j'ai ajouté du gris de paint bien concentré dans le mouillé à la pointe du pinceau le long du contour inférieur du Bouddha, là où il est en contact avec le sol, pour bien foncer l'ombre d'occlusion à cet endroit. Et voilà, ce petit Bouddha est terminé. Je le trouve vraiment mignon et j'espère que vous avez compris le principe qui consiste à créer des ombres par glacis en superposant comme un puzzle des couches successives de plus en plus foncées sur des zones de moins en moins étendues. Si jamais vous reproduisez ce tuto et que vous postez le résultat sur les réseaux sociaux, pensez à me taguer dans votre publication ainsi qu'Apprendre à dessiner pour qu'on soit notifié et qu'on puisse aller vous mettre un petit commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker pour aider à la promouvoir et n'hésitez pas à me partager votre avis ou vos questions en commentaire. Je lis tout ce que vous postez et j'essaye de répondre dans la mesure du possible. Ce tuto est un peu plus complexe que ceux que j'ai présentés sur la chaîne jusqu'ici, donc si vous débutez complètement et que vous avez trouvé ça un peu difficile, je vous conseille d'aller brasser la playlist de vidéos de niveau débutant qui va s'afficher quelque part à l'écran dans un instant. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour faire vos premiers pas en aquarelle et monter en niveau. Et je vous garantis qu'un jour, avec de l'entraînement, vous serez capable de peindre le Bouddha. Sur ce, je vous fais de grosses bises bien zen et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures colorées.